Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour lire la fin du deuxième tome des Enfants de la Louve. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi de connaître cette fin et de pouvoir entamer ensuite le troisième opus. On va commencer tout de suite, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 9. La femme sage leva le bâton d'ivoire vers le ciel immense. Le bâton reviendra au vainqueur, de même qu'Erel et sa louve. Cheval Fou soutenait le regard de Bison, qui, comme prévu, était arrivé à l'aube avec Silex et les chasseurs. Les hommes de la horde de la louve faisaient face à l'assemblée des hommes bisons. Les saguets restaient plantés en terre et les propulseurs glissaient dans les ceintures avec les couteaux. Les trois loups s'étaient assis de leur côté, entre Erel et Petit-Nez. Dès l'arrivée des siens, la jeune fille, soulagée de voir son cousin, s'était jetée dans ses bras. Petit-Nez exhibait fièrement sa dent autour du cou. Sans qu'ils eussent besoin d'échanger la moindre information, elle avait compris l'heureuse issue de l'affrontement redouté avec Longue-Dent. Bison intervint. Ce n'est pas tout. Pour assurer l'équilibre entre nos hordes et pour vous punir de votre audace et de l'enlèvement de ma fille, j'ajoute comme condition qu'Agile viendra passer l'hiver avec nous, afin d'apprendre à vivre avec les loups. Cheval Fou fit un geste de dédain. D'accord, mais pas question pour les hommes de notre horde de pactiser avec ces animaux maléfiques. Ils sont nos ennemis et nos concurrents. Nous n'en avons nul besoin pour chasser. Comme tu veux, mais il viendra. Si vous gagnez, ironisa le chef. La femme sage laissa un instant la tente s'imprégner du silence qui suivit cet avertissement. Elle regarda Erel et Sable. Erel lui adressa un petit sourire, comme si une connivence était née entre elles. Bec de Lièvre savait qu'elle avait eu tort de la sous-estimer. Malgré toute sa science de la prédiction, elle n'avait rien vu venir, et surtout pas une louve apprivoisée. Elle sentait qu'Erel aurait un destin hors norme. Il émanait d'elle une force et une détermination qui en ferait une femme d'exception dont on se souviendrait longtemps dans la toundra, pensa la femme sage avant de conclure. Voilà qui est dit. Je répète les consignes. Chaque chef emmènera 5 hommes. Vous devrez trouver et tuer avant les autres le grand bison noir, ce géant insaisissable qui nous nargue depuis le printemps. L'aube pointait. Une brume dense flottait dans la petite gorge qui serpentait non loin du grand glacier, d'où des craquements inquiétants provenaient. C'était la poussée du grand monstre blanc qui menaçait la toundra de son étreinte glacée. Les loups, envoyés en éclaireur, avaient repéré le troupeau qui paissait dans une prairie encaissée. Indolents, les herbivores broutaient une herbe rase. Seuls les plus aguerris relevaient de temps à autre la tête pour humer l'air glacial. Au passage de leurs larges narines, ils se réchauffaient pour permettre à leur instinct de réagir à l'odeur d'un prédateur. Les chasseurs progressaient lentement dans le défilé. Soudain, Bison aperçut une silhouette plus foncée, qui dépassait d'une tête les autres mâles du troupeau. Le grand bison noir humait l'air frais du matin. Avait-il perçu quelque chose? Erel, Petit-Nez, réveillez-vous. Les enfants sortirent avec peine de leur sommeil pour découvrir qu'Agile, vêtu et armé, était penché sur eux. Le garçon avait trompé les gardiens du campement pour se glisser sous la tente où il dormait. Les deux cousins eurent au fait de s'équiper à leur tour et sans un bruit se faufilèrent sous les pots en rampant vers l'extérieur. L'air glacial les saisit un instant, mais une brise de liberté les propulsa dans la toundra. Sans leurs loups, ils se sentaient un peu désemparés. Mais les loups avaient un rôle trop important à jouer auprès des chasseurs pour qu'ils les gardent près d'eux. Ils serrèrent leurs propulseurs dans leurs mains engourdies. Après avoir maintenu une allure soutenue pour rattraper leur retard, ils parvinrent aux abords de la gorge. Ils se postèrent en bordure d'une petite falaise sur de gros rochers plats face
face au grand sérac. Ils ne tardèrent pas à apercevoir des bisons broutants au fond du défilé, et les hommes en embuscade qui se préparaient pour la chasse. « Regardez, dit Erel, mon père les a repérés. » Bison réunit son groupe formé de son beau-frère et de ses meilleurs hommes. « Nous avons trouvé le troupeau en premier. En voyant l'un des nôtres contourner les bisons et les rabattre vers nous avec les loups. Pendant ce temps, nous grimpons sur les rochers et nous concentrerons nos jets de saguet sur le grand noir. » Les hommes de la horde de la louve furent tout de suite prêts à se déployer. Bison allait donner ses ordres aux loups quand un énorme craquement suivi d'un grondement sinistre secoua le défilé. Les bisons cessèrent instantanément de brouter. Ils commencèrent à s'agiter en tous sens avant de se regrouper derrière leur chef. Le grand bison noir avait compris le danger et ses sabots sonnèrent la charge dans la direction opposée au vacarme provenant du glacier, dans la direction des hommes. Bientôt, ce fut tout un troupeau furieux qui fonça sur le groupe des chasseurs. Ceux-ci eurent juste le temps de se mettre à l'abri derrière de gros rochers pour ne pas être piétinés. Un immense morceau de glace, un sérac, venait de se détacher du glacier pour tomber sur l'arrière du troupeau, déclenchant la panique. Emmené par son chef, le troupeau mit longtemps à passer. Dans son sillage boueux, sans perdre de temps, les chasseurs et les loups se lancèrent à leur trousse. Cheval Fou et son groupe avaient suivi les hommes de la horde de la louve. Ils étaient sur le point de les rattraper, mais la charge meurtrière les surprit dans une partie du défilé aux parois abruptes qui ne leur laissaient aucun abri, et plusieurs d'entre eux furent piétinés par le troupeau. Le grand bison noir, rendu furieux par leur vaine tentative de l'arrêter au moyen de jets de saguet désordonnés, s'acharna sur 2 hommes. Il les perça de ses cornes acérées avant de reprendre sa course vers les espaces libres de la toundra, laissant Cheval Fou et les chasseurs blessés sur le sol rougi par le sang. Un silence inquiétant avait envahi la toundra. Derrière la horde de la louve, le défilé était obstrué par l'éboulement des blocs de glace détachés du grand sérac. Devant, une traînée de boue, due au piétinement de centaines de bisons en pleine charge, se perdait vers l'horizon. Elle indiquait aux hommes la direction prise par le troupeau qui avait disparu au loin. Soudain, un grognement secoua le défilé. Bison réunit les loups et leur montra du doigt la direction d'où ils provenaient. Sable, Miel, Patou, allez chercher. Les bêtes partirent en avant-garde sans se le faire répéter. À l'aide d'un épieu, Agile tentait de protéger son père blessé à la jambe. Il guettait les mouvements de l'ours. Se souvenait-il de leur première rencontre au torrent? À peine avait-il vu le sérac se disloquer et s'écraser sur le défilé, provoquant la charge des bisons, qu'il s'était précipité vers son père par une brèche dans la paroi, suivi d'Erel et de Petit Nez. Au moment où il était arrivé sur les lieux de la tragédie, il avait trouvé la bête en train de dévorer l'un des chasseurs. Cheval Fou gisait non loin de là, blessé à la jambe. Agile avait ramassé l'épieu lâché par son père et fait face à l'ours. C'était bien celui du torrent qui avait réussi à les retrouver. Profitant d'une hésitation de l'animal qui semblait se demander si une autre proie ferait mieux l'affaire, Agile se jeta sur lui et parvint à lui trouer le flanc droit. Mais la blessure n'eut pour effet que de décupler sa rage. Il riposta d'un terrible coup de griffe, touchant le garçon au bras gauche. Voyant cela, Erel et Petit Nez commencèrent à descendre du rocher qui surplombait la Seine pour prêter main forte à leur ami. « Non, restez en sûreté, vous en avez assez fait, c'est à moi de protéger mon père, » hurla Agile. Erel lui répondit alors par un hurlement désespéré, un hurlement de louve. L'ours se détourna du garçon pour se dresser sur ses pattes arrière. Les pattes avant appuyées contre le rocher, il grogna contre les enfants. Erel, imité par Petit Nez, nettement moins doué pour l'exercice, se pencha aussi près que possible de l'énorme bête. Leurs visages se touchaient presque, et le garçon embrassa sa dent de tigre pour se donner du courage. Sa cousine lui sourit doucement, et fit de même avec son propre pendentif. Les enfants
faisait face à la bête dont il pouvait sentir, à moins d'une coudée en contrebas, la laine sauvage s'échapper de sa truffe écumante. Cette diversion permit à Agile de se ressaisir. Malgré sa douleur au bras, il empoigna les pieux des deux mains. La bête lui tournait le dos, tout à son énervement face aux enfants qui la narguaient de plus belle. Le garçon allait jouer le tout pour le tout. Il rassembla ses forces et planta la pointe acérée dans le dos de l'ours. Au moment même où il le perça de son épieu, un concert de hurlements répondit à l'appel de la jeune fille. 3 loups encerclaient dorénavant l'animal fou de douleur. Il eut à peine le temps de se retourner que les saguets sifflèrent. Mais ses yeux se brouillèrent avant qu'il pût apercevoir les chasseurs qui les avaient cochés. Ils surgirent, propulseurs en main. Le regard de l'énorme animal transpercé de toutes parts se vida à mesure que sa vie était aspirée par le vent frais soufflant en direction du pays des chasses éternelles, où son esprit affronterait les âmes des chasseurs. Bison achevait de découper le foie de l'animal. Chaque chasseur savait que, dans la toundra, cet organe fournissait une force sans égale aux hommes et surtout aux enfants. Il leur en réserva les plus belles tranches avant de laisser le soin à Erel et Petit-Nez de distribuer le reste aux chasseurs. Sans oublier les loups, car sans leur diversion, c'est l'ours qui aurait peut-être dégusté le foie des enfants. Bison s'avança vers Agile. Le garçon soutenait son père blessé sur ses genoux. « Tenez, dit-il au père et au fils, d'un ton amical. Reprenez des forces. » Le garçon donna une tranche sanguinolente et chaude à Cheval Fou avant d'engloutir la sienne. Le père et le fils n'avaient plus la force de remercier leur sauveur, autrement que par des regards de reconnaissance qui en disaient bien plus que tous les discours. D'un ton jovial, Bison leur parla doucement, avec des mots choisis, gage d'une nouvelle amitié entre leurs hordes. Homme bison, le grand bison noir ne perd rien pour attendre. Ensemble, nous allons le pister, le traquer et le débusquer. Le père et le fils acquiescèrent de la tête en se regardant. Pour la première fois depuis longtemps, Agile voyait un sourire amical éclairer le visage de son père, marqué par la douleur. Bison lui rendit son sourire et conclut. Et ensemble, vous aurez l'honneur du premier jet de saguet. Chapitre 10. Voici le trophée qui t'a valu ton nouveau nom, annonça solennellement Bec de Lièvre. Les paroles de la femme sage résonnèrent sous la voûte de la vaste grotte sacrée du peuple du Grand Bison. Père Bison assistait à l'événement, poursuivit-elle. À ces mots, à l'aide de l'unique torche qui jusqu'ici éclairait l'immense espace souterrain, son assistant, un jeune homme estropié de la jambe droite, qui avait clopiné jusqu'ici pour se placer à ses côtés, alluma les lampes. Creusées dans la pierre comme les alvéoles d'une ruche, elles étaient remplies de graisse de bison. Sa combustion diffusait une douce lumière qui semblait jaillir de partout. La colonne de pierre qui réunissait une stalagmite et une stalactite surgit l'une sous l'autre par un caprice de l'esprit du grand bison, comme pour souligner la majesté de la grotte, frappa le regard d'Erel. La jeune fille ressentit une immense chaleur en elle. Elle avait conscience de vivre un moment magique qu'elle n'oublierait jamais. Elle était encore émue de la cérémonie d'adieu offerte aux hommes bisons tombés dans le défilé. Leur horde les avait accompagnés jusqu'à une falaise surplombant une langue du grand glacier avant de descendre leur corps, parés de leurs plus beaux atours, dans une profonde crevasse. Les chasses éternelles attendaient leurs âmes derrière l'immense étendue blanche. Assise à côté de Petit-Nez, entre son père et son oncle, elle laissa son regard remonter la colonne qui semblait soutenir la voûte, comme un poteau de tente soutient les pots. Soudain, elle vit un troupeau en pleine course s'animer sur la roche. Cette fois-ci, un frisson la parcourut, et elle pressa la main de Petit-Nez dont les yeux avaient suivi le même parcours. Des oh de stupeur admirative sillonnèrent les rangs des chasseurs de la horde de la Louve, présents à l'événement. Les loups, couchés devant eux, se redressèrent brusquement et grondèrent. Les bisons semblaient bien vivants,
lancé en pleine course, comme prêt à écraser les participants. Mais c'était la danse des flammes et les ombres des hommes qui étaient responsables de cet extraordinaire effet de mouvement. L'immense fresque peinte par un artiste visionnaire était bien figée dans la pierre. Pour l'éternité. Les yeux d'Erel s'accoutumèrent vite à la clarté que procuraient les nombreuses lampes allumées. La graisse y brûlait en dégageant une odeur âcre qui lui chatouillait les narines. Le peintre avait magnifiquement rendu, d'un trait vif et précis, la charge d'un troupeau lancé à toute vitesse dans la toundra, en l'épurant de tout détail qui aurait pu alourdir la scène. 2 bisons supplémentaires venaient d'être fraîchement ébauchés. S'agissait-il des chasseurs morts au cours de la dernière chasse? Admirative, Erel quitta les bisons pour laisser errer ses yeux sur les hommes qui, entourant Cheval Fou et Bec de Lièvre, leur faisaient face. Ils arboraient tous le crâne, le mufle et les cornes d'un bison en guise de coiffe, alors que la peau de leur animal têtulaire les enveloppait comme une pelisse de chaude fourrure. Pour compléter ce tableau impressionnant, elles distinguaient à leur côté les femmes et les enfants. Les femmes avaient revêtu de magnifiques tuniques de peau retournée, blanchies à la cendre ou rougies à l'ocre selon qu'elles étaient ou non mariées, et brodées de perles d'os. La horde des hommes bisons porte bien son nom, se dit Erel, totalement sous le charme, percevant avec une extraordinaire acuité la magie de l'instant. Charme bientôt rompu par la voix de la femme sage. Père Bison, je consacre devant vous le nouveau nom de l'initié. D'un sac de cuir, Bec de Lièvre sortit un magnifique collier de griffes et de canines d'ours. Puis elle fit signe à Agile de se pencher dans sa direction. Elle la lui passa autour du cou en arrangeant les éléments sur sa poitrine revêtue d'une belle tunique de peau ornée de petits tubes de cornes. Il se redressa fier de sa nouvelle allure. Agile appartient désormais au passé. Père Bison, à vous, sa horde, je vous présente Ours Fort. Puissent les chasseurs lui faire bon accueil. D'un signe, elle ordonna au nouveau chasseur de rejoindre le chef, qui tenait déjà une coiffe et une peau sur ses genoux. Le nouvel initié s'assit en tailleur face à son père, non sans avoir au passage lancé un sourire à Erel, à Petit Nez, ainsi qu'à Bison et Silex. Cheval Fou, la voix cassée par l'émotion, annonça la promotion de son fils en tant que membre adulte de la horde. Ours Fort, tu as conquis ta place parmi les chasseurs. Reçois de mes mains les attributs qui feront de toi un homme bison. Il le coiffa et le vêtit de la dépouille d'un beau bison, un traînard tué lors de la dernière chasse par les saquets de la horde de la Louve. Il put alors prononcer les paroles rituelles. Désormais, tu es Ours Fort, fils de Cheval Fou, chef des chasses de la horde des hommes bisons. Serre ta horde et mérite ton nom. Chapitre 11. Mais bien sûr que tu peux aller jusqu'à cette butte. Ne te considère pas comme un otage, tu es notre invité. D'ailleurs, tu es libre, ta seule entrave est la parole de ton père. Bison désigna la toundra à Ours Fort pour appuyer son propos. Le garçon lui fit un signe amical de la tête. Il se concentra à nouveau rapidement sur son objectif. Obtenir que Patou lui rapporte sa sagaie. Le jeune loup se préparait volontiers au jeu, et c'était la 3e fois qu'il lui rapportait sa sagaie. Il se tenait assis à ses côtés, attendant une nouvelle consigne. Reste, lui asséna Ours Fort avec le sérieux ébahi de celui qui n'en revient pas encore de se faire obéir par un loup qu'il croyait naguère à jamais ennemi héréditaire de sa horde. Il s'éloigna de Patou. Le jeune loup ne chercha pas à le suivre. Ce coup-ci, il allait se placer tout en haut de la petite butte rocheuse, seule éminence qui rompait la monotonie de la toundra, et prendre son élan. Petit Nez et Erel échangèrent un sourire complice. Le garçon ajusta sa sagaie sur son propulseur, prit son élan et tira de toutes ses forces. Le projectile suivit une courbe parfaite avant de se planter beaucoup plus loin que les précédents. Patou avait suivi la trajectoire du regard sans broncher. Il savait qu'un ordre n'allait pas tarder. Mais Ours Fort le testait et alla tranquillement s'asseoir à ses côtés. Il lui caressa un moment l'encolure. Le loup aux aguets n'avait pas oublié et attendait. Va chercher. Patou démarra en trombe
et presque aussi rapide que la sagaie qui s'était fichée en terre, il la tenait déjà dans sa gueule. Il la rapporta tranquillement à son propriétaire. C'était l'instant de vérité. Horsfort avait-il, comme Errel, assez d'autorité pour obtenir que Patou déposa sa prise à ses pieds sur l'ordre muet d'un simple geste? Sur le chemin du retour vers le grand abri d'hiver, en cette fin d'été nomade, les chasseurs avaient appris à apprécier le jeune homme. Comme prévu dans l'accord précédant la chasse au grand bison noir, celui-ci les accompagnerait jusqu'à leur abri d'hiver. Ensemble, avec ses nouveaux amis et leur père, ils avaient entraîné les loups. Horsfort avait appris à les connaître, à se faire accepter, à leur donner des ordres, à traiter chacun d'eux selon son caractère. Il se sentait plus proche de Patou, joueur, mais obéissant, que de Miel, parfois fier et rebelle. Quant à Sable, elle incarnait la louve, esprit tutélaire et indomptable de la horde. En sa présence, Horsfort se tenait à distance respectueuse et attendait qu'elle vînt elle-même le remercier du bon morceau de gibier qu'il n'oubliait jamais de lui réserver. Le garçon se sentit vite à l'aise avec les loups, si bien qu'il n'avait aucune envie de s'enfuir. De plus, pour errer les patinets, il était comme un grand frère tant espéré. Son aventure d'homme, d'adulte, de chasseur, n'en était qu'à ses débuts. La vie l'appelait et il ne laisserait pas passer cette occasion de la rendre plus riche, plus dense, plus passionnante. Et il sentait, comme le peuple de la louve, que les loups feraient désormais partie de son existence. Après avoir suivi d'un regard appuyé le retour de Patou, Horsfort lui fit signe de l'index de s'asseoir. Après avoir soutenu son regard un bref instant, le loup lâcha la sagaie et s'assit à sa droite. « Bien, mon Patou, lui lança le jeune homme, ému de sa réussite. Il trouva vite l'approbation qu'il cherchait alentour. Errel le gratifia d'un immense sourire. Les orses de l'automne faisaient luire le vallon de mille feux. La colonne des chasseurs, lourdement chargée, suivie de celle des femmes et des enfants, qui eux non plus ne rechignaient pas à porter provisions et pots de tente soigneusement pliés, s'étiraient sur le sentier menant à l'abri. Petinet, tout excité, dépassa les femmes suivies d'Errel et d'Horsfort, pressés de découvrir cet abri où ils passeraient l'hiver. Soudain, un étrange sentiment d'absence l'étreignit. On ne devrait pas entendre Alpa ou les louveteaux. Bizarre, non? Errel ne dit rien. Elle était inquiète, mais ne laissa rien paraître. Horsfort l'avait perçu, et lui aussi s'interrogea à haute voix. Alpa, la louve de Petinet, celle qui était restée garder ceux qui n'avaient pas pu suivre les déplacements de l'été. Moi, c'est plutôt Sable, Patou et Miel que je chercherai d'abord. Ça fait un bout de temps que je ne les vois ni ne les entends. Les trois loups s'étaient élancés vers l'abri dès que la toundra avait disparu dans le vallon, se chargeant des couleurs des arbres au feuillage, toujours plus fournis à mesure qu'ils descendaient le sentier. Soudain, ils avaient entendu les voix des anciens et senti la fumée des feux. Ils les avaient vus vaquer à leurs affaires sous la voûte. À peine parvenus dans l'abri, ils avaient été accueillis par Patefolle, le géant estropié, naguère grand chasseur et aujourd'hui poseur de pièges émérite. Les loups sont de retour, avait-il crié à qui voulait entendre en leur ouvrant grand les bras. Lui sautant dessus en grappe, la mère et ses jeunes lui avaient fait fête. Puis les anciens et quelques femmes avec des bébés s'étaient approchés, déclenchant un concert de jappements de joie et de manifestations d'amitié. Sable avait laissé Patou et Miel aux joies des retrouvailles, et après avoir parcouru fébrilement tout l'abri, s'était retrouvé devant le vieux Droit-Doigt, grand-père d'Errel et gardien des rites de la horde. Elle avait senti ses vêtements et l'odeur qu'elle y avait détectée avait apaisé son inquiétude quant à l'absence d'Alpa et de ses propres louveteaux, Feu et Gracieuse. Elle lui avait léché ses vieilles mains et leur regard s'était compris, malgré le léger voile recouvrant celui de l'ancien. « Cherche, tu les trouveras », lui avait-il dit en accompagnant son ordre répété d'un geste désignant le vallon. « Cherche. Où sont-ils, grand-père, et où est Alpa, où sont Feu et Gracieuse ?» Après les embrassades, les larmes et cette joie magique de se revoir vivant à l'automne, les pleurs pour le décès d'une grand-mère, les retrouvailles d'un père et de son enfant, d'un chasseur et de sa femme, chacun s'affairait à se réinstaller. Puis ceux qui l'étaient déjà,
commençait à préparer la grande ripaille du retour à l'abri pour faire profiter les sédentaires des provisions accumulées au cours des chasses fructueuses d'un bel été. Erel avait présenté Oursfort à son grand-père. Trois doigts l'avaient accueilli comme s'il le connaissait, et même comme s'il savait sa venue parmi eux, l'avait-il lu dans ses braises. À cette heure, Sable les aura trouvés, affirma l'homme sage. N'as-tu pas autant appris des loups que de toi? Va et suis ton instinct, Erel. Regardez, chassant son appréhension, Oursfort avait suivi Erel et Petit-Nez. Il avait rampé dans la pénombre du couloir qui s'enfonçait dans la falaise. Pas de torche, avait dit Erel, il faut respecter sa tranquillité. Quelques coudées encore, et ils avaient débouché sur un spectacle qui avait éveillé des émotions différentes selon l'expérience de chacun. Si pour Erel c'était comme revivre l'un des grands moments de sa vie, pour Petit-Nez c'était un rappel de l'une des plus grandes frayeurs de sa jeune existence. Quant à Oursfort, il avait l'impression d'entrer dans une tanière. Quelques semaines plus tôt, rien qu'à cette pensée, il serait mort de frayeur, comme dans un cauchemar. La grotte naissait de la même falaise que celle des accouchements dévolus aux femmes, où Sable avait choisi de mettre au monde Miel et Patou. L'entrée, beaucoup plus étroite, s'ouvrait à une vingtaine de coudées de la grotte des femmes. Une femme enceinte n'aurait d'ailleurs pas pu y pénétrer. Erel l'avait facilement trouvée en suivant les traces des loups. D'abord, ils avaient distingué une forme familière, massive, couchée sur le flanc, Sable, puis deux autres silhouettes de loups adultes bien connues, puis deux plus jeunes, Feu et Gracieuse. Enfin, une dernière centrale couchée sur une litière de branchage. Soudain, un petit bruit avait brisé le silence, puis un autre lui avait répondu. « Regardez !» Oursfort cria sa surprise. Deux boules se détachèrent du tableau et s'avancèrent vers les trois intrus. Petit-Nez et Erel se retirèrent discrètement vers la sortie pour laisser la place à Oursfort qui, en première ligne, vivait sa seconde initiation. Soudain, le jeune novice en matière de loup sentit un, puis deux minuscules museaux, d'où sortaient de petites langues chaudes, les fleuries. Ils lui léchèrent les doigts, imprégnés de l'odeur familière des loups, puis le visage. La voix d'Erel, qui savait prendre un ton solennel lors des grands événements, comme lorsqu'elle prononçait sa formule préférée, c'est la loi de la toundra, résonna dans le boyau. Bienvenue parmi les enfants de la louve, Oursfort. Sable est la louve. Elle n'appartient qu'à la toundra et veille sur sa horde. Miel est ma louve. Elle s'interrompit pour laisser Alpa, qui les avait rejoints, faire fête à Petit-Nez avant de terminer sa phrase. Et comme tu vois, Alpa est à Petit-Nez, comme Patou, comme ils se sont manqués l'un à l'autre. Quant à Feu et Gracieuse, je les reconnais à peine tant ils ont grandi. Feu appartient à ma mère, Aurore, et Gracieuse à ma tante, Douce, la mère de Petit-Nez. Feu et Gracieuse étaient nés des amours de Sable et du Borgne, le chef de la meute sauvage qu'elle avait quitté pour rejoindre définitivement les hommes. Elle les avait laissés à l'abri au début de l'été avec Alpa. Ils étaient devenus de magnifiques jeunes loups. L'un des petits d'Alpa rejoignit sa mère retournée se coucher. Il fut suivi par un troisième, sorti de l'obscurité sans se manifester. Sans doute trop timide pour faire fête aux hommes, il était demeuré caché dans la pénombre. Mais la petite femelle, la première à avoir approché Oursfort, se roula sur le dos. Elle abandonna son petit ventre au câlin de son nouvel ami. Sans laisser le temps à Erel, qui avait déjà la bouche ouverte, d'ajouter quoi que ce soit, le jeune homme, tout sourire, conclut lui-même. Tu allais me dire d'en choisir un comme compagnon attitré, pour que je puisse l'éduquer et m'en faire un ami pour la vie, comme les vôtres. Attendri, il prit la petite boule de poil dans les bras et lui embrassa le museau. Pas la peine, c'est déjà fait. Je vous présente Caline, c'est elle qui m'a choisi. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce deuxième tome. Le troisième tome, que nous allons commencer la prochaine fois, se nomme La vallée des mammouths. En attendant, si vous avez aimé, vous pouvez liker ou vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite. En tout cas, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien
et à très vite.